Salut Luria, qu'est-ce que tu ferais si tu devrais apprendre la bioinformatique en 2024? C'est une question qui m'a été posée récemment et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo qui pourrait aider des gens qui chercheraient à apprendre la bioinformatique en 2024. Tu aimerais postuler pour des offres d'emploi de bioinformaticien ou de bioinformaticienne au sortir de ton apprentissage. Je vais te partager mon parcours et te dire les erreurs que j'ai commises et ce que je referais différemment qui pourrait t'aider à sécuriser un emploi plus rapidement. Salut à tous, bienvenue sur Dare to Dream for Africa, la chaîne des gens qui osent rêver pour l'Afrique. Sur cette chaîne, nous te redonnons espoir en Afrique, nous t'aidons à débloquer ton potentiel et enfin, nous te développons des compétences en bioinformatique. La première chose à faire en 2024 pour apprendre la bioinformatique, c'est d'apprendre un langage de programmation. Il y a plusieurs langages de programmation, notamment Python, Bash et R. Il y en a d'autres, bien sûr, mais en bioinformatique, ce sont les langages principaux. Et donc, moi, j'avais commencé par Python parce qu'on m'avait conseillé d'utiliser Python. C'était le langage le plus intuitif, le plus humainement compréhensible pour ne pas brusquer le cerveau. C'est celui qui m'avait conseillé. Et en fait, ce coup-là, c'était un bon conseil parce que jusqu'aujourd'hui, Python est l'une des références en termes de programmation en bioinformatique. Donc, c'est le langage de programmation principal que moi j'apprendrai en 2024, d'abord Python. Et ensuite, une fois que tu as Python, tu maîtrises les compétences de base pour analyser tes données avec Python. Le deuxième langage de programmation qu'il faudrait apprendre, c'est Bash. Bash te permet de communiquer avec ton ordinateur en utilisant le terminal, d'interagir et d'automatiser tes tâches. Tu pourrais lier Python et Bash ensemble et faire des tâches qui te prendront en principe des semaines ou des mois, de les faire en quelques minutes ou quelques heures et sans avoir besoin d'être présent. Donc, c'est l'avantage de connaître les langages de programmation tels que Python et Bash. R est également utilisé, mais beaucoup de personnes préfèrent commencer par Python et Bash parce qu'après, c'est facile de migrer vers les autres et revenir. Et comment faire donc pour apprendre ces langages de programmation en 2024? Eh bien, c'est très simple. Il faut faire des recherches sur Google. Et à la base, c'est comme ça que moi j'avais procédé à des recherches sur Google et tu vas trouver plein de ressources. Mais je te comprends. Quelle est la ressource à utiliser pour te permettre d'avancer plus vite? Parce qu'il y a beaucoup de bruit. À l'époque, déjà, quand moi j'apprenais ça en 2018, il y avait déjà énormément de ressources et je ne savais pas avec quelle ressource me donner, laquelle était la meilleure, la plus adaptée à mes besoins. Et moi, j'avais conseillé à ce moment-là Python for Everybody, qui est un cours, et c'était un cours que j'avais eu à faire en 3 ou 4 mois. Je te laisserai le lien si tu as envie de le faire. Il décortiquait tout Python du début à la fin et avec des projets d'application en programmation. Je pense que le cours était un peu difficile. Au début, ça va. Dans le premier module, le deuxième module, le troisième module, c'est passable. Mais une fois que tu es au quatrième module, cinquième et sixième, ça commence à devenir un peu plus lourd. On a commencé à avoir du mal à trouver les réponses, à résoudre les problèmes. Et franchement, si moi, je n'avais pas été recommandé par quelqu'un qui m'avait mis la pression pour le faire, je pense que j'aurais facilement abandonné. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas toutes les maîtrises de la programmation ou alors qui a une facilité à abandonner très vite, ce n'est pas forcément le bon choix pour débuter parce qu'il y a la possibilité d'abandonner. L'autre ressource que moi j'ai découvert pour apprendre Python, c'était Kaggle. Kaggle, c'est un site qui est complètement gratuit et permet d'avoir plein de ressources, notamment l'introduction à la programmation en utilisant Python. Et c'est plus facile à digérer pour booster la confiance. Et si je l'avais connu avant, je pense que j'aurais commencé par Kaggle avant d'aller vers un cours plus rude. Donc, c'est un threshold à avoir entre commencer par Kaggle, qui est en fait plus facile à maîtriser et d'avoir un résultat plus rapide, et commencer par un challenge qui est un peu plus relevé avec peut-être par exemple un cours de Coursera tel que Python for Everybody, qui est aussi digeste mais qui est un peu plus difficile sur le long terme et qui pourrait te faire laisser des plumes en route, mais à la fin, si tu réussis à l'accomplir, le reward, la récompense est plus grande et d'autant plus grande parce que tu sais que tu as fait une avancée très majeure parce que le projet à la fin devient très intense. Donc c'est un threshold à savoir de ta personnalité, tes besoins et la facilité à laquelle tu penses progresser. Et aussi, en termes de finances, Kaggle est complètement gratuit. Tandis que Coursera, si tu veux une formation certifiante, Coursera payant. Et tout ça, c'est en ligne. Je te laisse des liens pour apprendre ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je ferais, ce serait d'utiliser mes skills en programmation dans ma vie quotidienne le plus tôt possible.
Lorsque tu apprends à utiliser Python ou même Bash, tu as la possibilité déjà de commencer à les appliquer dans ta vie courante. Tu pourrais par exemple prendre Python avec Panda, voir nettoyer tes data. Et je pense qu'en faisant ça, en pratiquant de manière routinière comme ça, c'est plus facile de maîtriser ces skills-là, de les avoir sur le bout des doigts, de ne pas rester dans le cycle vicieux de l'apprentissage permanent. Parce que souvent, l'erreur qu'on commet, ou l'erreur que moi j'ai commise lorsque je commençais à apprendre la informatique, c'est que je finissais un cours, j'allais à un autre cours. Je finissais un cours, j'allais à un autre, ainsi de suite. Donc, je passais tout mon temps à faire des cours, parce que je me sentais pas suffisamment prête pour aller dans la vie quotidienne ou alors pour aller sur des données pour tester ce que j'avais appris. J'utilisais juste les informations du cours, je faisais les pratiques du cours, mais jamais je ne partais faire ça dans mes informations à moi parce que généralement, le cours, ça marche toujours ou très bien, mais lorsque tu veux le faire dans tes propres informations, il y a des bugs. Et c'est lors de la résolution des bugs que tu réussis à comprendre en fait comment utiliser les outils, comment le langage de programmation fonctionne. Si quelqu'un voudrait apprendre la informatique plus vite, c'est important d'implémenter les skills appris au jour le jour dans sa vie quotidienne parce que qui peut le moins peut le plus. Si tu peux implémenter le peu que tu as appris déjà dans ta vie courante, forcément quand tu apprendras beaucoup, tu pourras aussi l'implémenter. Mais si tu apprends beaucoup et tu penses que tu vas implémenter tout à la fois sur tes données, généralement, tu es bloqué parce que tu n'as pas tout maîtrisé et tu as tout oublié à faire la fin. La troisième des erreurs que j'avais commises, c'est que, très important et qui est lié justement à la précédente, c'est qu'il faut impérativement utiliser les skills sur des données réelles. Donc, il est important de chercher des données réelles. Si tu as des données déjà séquençage, commence déjà à les utiliser. C'est très cool pour toi parce que tu peux déjà commencer à les utiliser. Si tu n'as pas de données, ne te dis pas, non, je n'ai pas de données, je les aurai dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Parce qu'au moment où tu auras les données, tu auras certainement déjà perdu la main. Donc, c'est important d'implémenter des connaissances que tu acquiers directement dans tes données courantes. Comment tu fais pour avoir donc les données si tu n'en as pas? Encore une autre chose, c'est Kaggle. Dans Kaggle, tu as une panoplie de ressources que tu peux utiliser pour faire des analyses. Un autre exemple très basique pour les biologistes, c'est NCBI. Dans NCBI, on a également toutes les génomes ou toutes les séquences qui existent dans le monde. Tu pourras aller télécharger une dizaine ou une vingtaine et essayer de commencer à utiliser Bash pour les déplacer et de Python analyser tes données selon les cours que tu acquiers au jour le jour. Encore une fois, NCBI est gratuit. Kaggle, c'est gratuit. La quatrième des erreurs, l'un de mes plus grands regrets, la quatrième des erreurs que j'ai commises et que quelqu'un ne devrait pas commettre en 2024, surtout si c'est quelqu'un qui espère exceller dans ce métier de bioinformaticien, persévérer et avoir un emploi dans ce métier-là, c'est de te créer un portfolio GitHub. C'est possible d'être recruté en tant que bioinformaticien ou bioinformaticienne sans avoir un diplôme de bioinformatique. Et en ayant ce portfolio GitHub, le jour d'un entretien d'embauche, tu pourras partager les liens vers ta page GitHub et ton portfolio pour démontrer à soi les évidences de ta maîtrise de langage de programmation. Donc, quand tu vas chercher un emploi en disant je sais coder, je sais, et tu ne pourras pas dire oh non, je viens de finir le cours de Coursera, je viens de finir DataCamp, tu ne pourras pas juste te dire ça. Ou alors si tu te dis tes mots ne suffiront pas pour qu'ils te croient. Parce qu'il y a plein de candidats, comment ils vont faire pour te croire? Et le seul moyen de le faire actuellement, selon moi, c'est GitHub. C'est le moyen le plus facile de montrer ces évidences en termes de progression. Moi, je ne l'avais pas fait à l'époque parce que je ne savais pas. Ça m'a pris 3 ans pour réaliser que, j'aurais pu mettre tous mes scripts en ligne. Je l'avais pas fait. Imagine si tu dois ramasser 3 ans de scripts que tu as eu à faire dans peut-être 40 cours ou 50 cours. Comment tu vas faire pour te ressouvenir de et de les recomputer? Il y a de la paresse, il y a de la flemme. Moi, je pouvais pas le faire, donc je l'ai pas fait. J'ai pas fait du tout. Et je pense que c'est un de mes gros regrets parce que j'aurais eu un bon portfolio en GitHub. J'ai commencé dès à présent. Crée-toi un compte GitHub, documente-le. La 5e chose, c'était celle que j'aurais dû faire et que je n'ai pas eu à faire très tôt, c'est de parler et collaborer le plus tôt possible et le plus souvent possible. Je ne savais pas à quel point la communauté de bioinformatique était ouverte, les gens vraiment s'entraidaient et cherchaient à développer l'autre. Alors là, moi j'ai commencé, j'apprenais toujours dans mon coin, toute seule. Après, quand tu te mets à parler avec des gens, tu vois que les fait des mois pour résoudre un problème qu'une personne a demandé juste et a eu la réponse en un jour. Donc, tu gagnes en temps et tu gagnes également en visibilité. Parce qu'il y en a qui sont plus avancés que toi. Ils savent vers quelle tendance le monde avance. Ils vont te dire, tiens, apprends également SQL,
Apprends également Nextflow parce que c'est vers là où le monde part. Et si toi, tu n'es pas au courant de ces choses-là, quand tu finis de sortir de ton apprentissage, tu réalises que le monde est encore à un autre niveau parce que la bioinformatique, c'est du big data. Tous les jours qui passent, il y a une nouvelle technologie qui s'est développée, une nouvelle compétence à développer et une nouvelle connaissance à acquérir. Donc, tu dois apprendre les fondamentaux, tu dois apprendre toute la base de la bioinformatique et apprendre tout ce qui vient au jour le jour. Moi, j'ai parlé très tard, mais une fois que j'ai réussi à savoir qu'il fallait parler, ça m'a fait avancer encore plus vite. Et moi, j'encourage dans tout ce qui commence la bioinformatique de commencer déjà à intégrer les communautés de bioinformatique pour pouvoir interagir avec les gens parce qu'ils pourraient vous conseiller, vous faire avancer plus vite dans vos travaux. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo et que tu as pris des conseils. Je te laisse les liens pour pouvoir prendre ces cours que tu aimerais. Également, n'oublie pas qu'on a une masterclass que nous organisons le 29 mai. Comment utiliser la bioinformatique pour visualiser les données et détecter les épidémies. C'est le 29 mai. Le lien est dans la description. Tu dois juste t'inscrire. Reste connecté et surtout, ose rêver pour l'Afrique.